ma sœur m'a envoyé un SMS, envoie-moi les coordonnées de ta carte. Mon père a ajouté, c'est toi qui paies notre voyage de Noël. J'ai répondu, il n'en est pas question. Le lendemain matin, ma mère m'a écrit, ne sois pas dramatique. J'ai déjà tout réservé avec ta carte. J'ai fixé mon téléphone, comme s'il venait de se transformer en serpent pour me mordre. Le message de ma mère était là, arrogant dans sa certitude, comme si elle venait simplement de m'informer qu'elle avait arrosé mes plantes pendant mon absence, au lieu d'avoir commis ce qui était, concrètement, une fraude. Ne sois pas dramatique. J'ai déjà tout réservé avec ta carte. Mes mains tremblaient, alors que je relisais le texte, encore et encore. Les mots ne changeaient pas, peu importe le nombre de fois où mes yeux parcouraient l'écran. Le message de ma sœur, Britney, envoyé la veille au soir, prenait soudainement un sens terrifiant. Elle ne demandait pas la permission, elle me prévenait d'un plan déjà en marche. Laissez-moi reprendre depuis le début, car ce désastre a des racines profondes. En grandissant, j'ai toujours été la personne responsable. Mes parents, Linda et Robert Hartley, s'étaient assurés que je comprenne qu'être responsable impliquait des attentes. Britney, de 3 ans ma cadette, avait appris une leçon totalement différente. Elle avait compris qu'en battant des cils, ou en pleurant sur commande, elle obtiendrait toujours que quelqu'un d'autre règle ses problèmes. À 16 ans, je travaillais les week-ends dans un restaurant local, afin d'économiser pour une voiture. Britney, qui avait 13 ans, voulait un nouvel iPhone. Mes parents m'ont installé à la table de la cuisine, et m'ont expliqué que la famille signifiait le sacrifice. Ils avaient besoin de m'emprunter $2000 sur mes économies, juste temporairement. Britney serait si reconnaissante, disait-il, et je comprendrai quand je serai plus vieille. Je n'ai jamais revu cet argent. À 18 ans, je suis parti à l'université avec une bourse partielle, tout en cumulant 2 emplois pour couvrir le reste. Britney m'a rendu visite une fois, restant dans ma petite chambre de dortoir pour un week-end. Elle est repartie avec mon ordinateur portable, prétendant que le sien était cassé, et qu'elle en avait désespérément besoin pour un projet scolaire. Ma colocataire, Jasmine, a assisté à la scène, la bouche bée. « Tu la laisses vraiment le prendre ?» m'a-t-elle demandé. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? La famille, c'est le sacrifice, n'est-ce pas? L'université m'a appris bien plus que ce qu'il y avait dans les manuels. Elle m'a appris les limites, même si j'ai intégré cette leçon lentement et douloureusement. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de commerce, j'avais construit un mur entre ma famille et moi. Pas une barrière infranchissable, mais quelque chose d'assez solide, pour protéger les parties de moi qui comptaient. Je me suis installé à Chicago pour le travail, mettant ainsi 3 États entre nous. La distance a aidé. Les appels téléphoniques sont devenus plus faciles à filtrer. Les visites se faisaient selon mes conditions, généralement pour les grandes fêtes, et même pour celles-là, je pouvais parfois m'en libérer en invoquant des obligations professionnelles. Ma carrière a décollé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. D'abord dans la gestion marketing d'une boîte de tech, puis un saut vers une plus grande entreprise, puis une autre. À 32 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres, vivant dans un appartement du centre-ville avec vue sur le lac. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, pour chaque centime gagné. Britney, de son côté, s'était mariée jeune. Son mari, Kyle, travaillait dans la construction et gagnait bien sa vie quand les chantiers étaient réguliers. Ils avaient 2 enfants, Eden et Madison, et vivaient dans la ville où nous avions grandi. D'après ce que je voyais sur Facebook, ils s'en sortaient bien. Pas riches, mais assez confortables. Nos parents avaient pris leur retraite en Arizona, il y a 5 ans. La pension de mon père, et la sécurité sociale, leur permettaient de vivre, complétées par quelques économies mises de côté. Ils avaient emménagé dans une petite maison au sein d'une communauté de retraités. Ils passaient leur journée à jouer au golf, ou au bridge. Cet arrangement convenait à tout le monde. J'envoyais des cartes d'anniversaire, j'appelais pour les grandes occasions, et je virais de l'argent quand ils avaient des dépenses imprévues, un nouveau climatiseur, des soins dentaires, des réparations de voitures. Rien d'énorme, mais mis bout à bout, cela finissait par compter. Je me disais que j'étais généreuse, que c'était ce que les gens qui réussissaient faisaient pour leur famille. La vérité était plus simple, et plus pathétique, j'essayais toujours d'acheter leur approbation. Thanksgiving s'était bien passé. J'étais rentré, j'avais séjourné à l'hôtel, et j'avais supporté 3 jours de commentaires acerbes sur mon célibat, et ma vie sans enfant.
Britney évoquait ma brillante carrière avec un ton si tranchant qu'il aurait pu couper du verre. Maman se demandait tout haut quand j'allais me poser, pour leur donner plus de petits-enfants. Papa grognait, la plupart du temps, en regardant le football. Rien que de très classique. J'avais survécu, comme toujours, puis j'étais reparti à Chicago avec un sentiment de soulagement pur. Décembre avait commencé normalement. Le travail s'intensifiait, car tout le monde essayait de boucler les contrats avant les fêtes. J'avais prévu une soirée avec des amis pour le réveillon, une journée tranquille pour Noël avec des films et des plats à emporter, puis un voyage à Montréal pour le Nouvel An, que j'attendais depuis des mois. Puis, le 15 décembre, le SMS de Britney est arrivé. Et, envoie-moi les coordonnées de ta carte. Papa a dit que c'est toi qui paies notre voyage de Noël. On doit réserver les vols demain pour avoir les bons prix. J'ai lu le message 2 fois, debout dans ma cuisine, un verre de vin à la main. L'audace de la demande m'a coupé le souffle. J'ai appelé immédiatement. Elle a répondu à la 4e sonnerie, au milieu des cris d'enfants. Et, quoi de neuf, a-t-elle demandé, d'un ton distrait. C'est quoi cette histoire de voyage de Noël? Oh, ça. Papa ne t'a pas dit? On va tous à Aspen. Il y a cette station incroyable, on va faire du ski, la totale. Les enfants sont surexcités. Britney, je n'ai jamais accepté de payer quoi que ce soit. Un silence s'est installé. Quand elle a repris la parole, sa voix avait adopté ce ton mielleux que je ne connaissais que trop bien. Allez, ce n'est pas tant que ça. Papa a dit que tu serais ravi de le faire. Tu gagnes tellement d'argent, et on n'a pas eu de vraies vacances en famille depuis une éternité. Kyle travaille dur, et les enfants grandissent. Qui sait quand on aura une autre chance comme celle-là? C'est combien? Pas tant que ça. Environ 15 000 $, peut-être 18 000 $ avec tout le reste. Mais divisé par nous tous, ce n'est vraiment pas si mal. J'ai eu un rire bref, et amer. Tu veux que je dépense 18 000 $ pour des vacances où je n'ai même pas été invité? Mais bien sûr que tu es invité. Mon Dieu, pourquoi faut-il que tu sois toujours aussi difficile? C'est une question de famille. Voilà le mot magique. Le mot qui m'avait contrôlé pendant 3 décennies. Je ne paie pas pour ça, Britney. Si vous voulez aller à Aspen, vous devrez vous débrouiller tout seul. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient encore, mais cette fois, c'était un sentiment de puissance. Les messages ont commencé immédiatement. D'abord de Britney, des paragraphes entiers sur mon égoïsme, sur la façon dont j'avais changé, sur la froideur que l'argent m'avait apportée. Puis de Kyle, des messages plus courts, disant que je décevais les enfants. Je les ai bloqués tous les deux, et je me suis servi un autre verre de vin. Mon appétit avait disparu. Je savais que ça n'allait pas s'arrêter là. Ma famille n'acceptait jamais un non, surtout quand ils voulaient quelque chose aussi ardemment. Quand le SMS de maman est arrivé le lendemain matin, je me préparais pour le travail. J'avais mal dormi, hanté par des rêves de dispute. La notification a fait sombrer mon estomac avant même que je ne la lise. Ne sois pas dramatique. J'ai déjà tout réservé avec ta carte. Ma vision s'est troublée. J'ai dû m'asseoir sur mon lit, mon pantalon de costume à moitié zippé, en me forçant à respirer. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché joyeusement, comme si elle n'allait pas admettre un crime. Ma chérie, je suis si contente que tu appelles. Je voulais revoir l'itinéraire avec toi. Maman, ma voix est sortie étranglée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai réservé le voyage à Aspen. Britney avait gardé tes coordonnées bancaires, tu sais, depuis ce billet d'avion d'urgence que tu lui as payé l'année dernière. Tu te souviens, quand Madison a eu cette alerte médicale? La station est magnifique. On a pris une suite familiale, les forfaits de ski pour tout le monde, et même des cours pour les enfants. La pièce s'est mise à tourner. Tu as utilisé ma carte de crédit, sans ma permission. Oh, ne sois pas idiote, voyons. Tu es la famille. Et puis, Britney m'a dit que tu étais déjà d'accord. J'ai explicitement dit non. Le ton de maman a changé, se refroidissant de plusieurs degrés. Paulina, je n'apprécie vraiment pas cette attitude. Ton père et moi t'avons tout donné. Nous t'avons élevé, nous avons payé tes études. Et c'est comme ça que tu nous remercies? En étant radine,
alors qu'on veut juste passer de belles vacances en famille. J'ai payé la majeure partie de mes études. Et vous utilisez ça pour justifier un vol? Sais-tu de quoi nous avons l'air, quand nous devons dire aux gens que notre propre fille refuse de nous aider? La manipulation était si flagrante, si évidente, mais elle parvenait tout de même à s'insinuer sous ma peau. Des années de conditionnement ne disparaissent pas, simplement parce qu'on les identifie. Annule tout, ai-je dit. Annule tout immédiatement, ou j'appelle la société de cartes de crédit pour signaler une fraude. Tu n'oserais pas. Ce serait dénoncer ta propre mère à la police. Essaie, et tu verras. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement appelé ma banque. La représentante, Jennifer, a écouté mon explication avec une sympathie professionnelle. Je peux tout à fait contester ces frais pour vous, mademoiselle Hartley. Nous allons ouvrir une enquête pour fraude. Pouvez-vous confirmer que vous n'avez autorisé personne à utiliser votre carte? Absolument personne. Et vous souhaitez annuler cette carte, et en faire émettre une nouvelle? Oui, immédiatement. Le total des transactions s'élève à 22 847,63 $. 22 000 $ pour une semaine à Aspen. Tout compris pour mes parents, pour la famille de ma sœur, et, apparemment, une place réservée pour moi, au cas où je reviendrai à la raison. Jennifer a tout traité efficacement. Les frais seraient annulés en attendant l'enquête. Une nouvelle carte arriverait sous 3 à 5 jours ouvrables. Je lui ai donné mon adresse de bureau pour la livraison. Une dernière chose, ai-je ajouté. Est-il possible de verrouiller mon compte? Pour m'assurer que personne d'autre ne puisse y accéder, ou prétendre être autorisé. Je vais mettre une note. Je vous recommande également de configurer des mesures de sécurité supplémentaires, comme un mot de passe verbal. J'ai passé l'heure suivante à appeler ma banque, et mes autres cartes de crédit. Quand j'ai fini, j'étais en retard pour le travail, et ma mâchoire me faisait mal à force d'être crispée. Le bureau était en plein chaos, avant les vacances. Je m'y suis plongé avec gratitude, laissant les tableurs et les indicateurs marketing chasser le désastre du matin, jusqu'à ce que mon téléphone se remette à sonner. Papa d'abord, j'ai décliné. Puis Britney, décliné. Maman encore, décliné. Kyle, Britney, papa, maman, Britney. Finalement, j'ai éteint mon téléphone, et je l'ai fourré dans le tiroir de mon bureau. Mon collègue Marcus l'a remarqué. Ça va? On dirait que tu es sur le point d'assassiner quelqu'un. Des histoires de famille. Il a grincé des dents par sympathie. N'en dis pas plus. Ma sœur a essayé de me faire co-signer un prêt auto le mois dernier. La famille fait ressortir ce qu'il y a de pire chez les gens. Quand j'ai enfin rallumé mon téléphone à 19 h, j'avais 43 appels manqués et 67 SMS. Je n'en ai pas lu la plupart. Ceux que j'ai parcourus suivaient un schéma prévisible, Britney oscillait entre colère, accusation et culpabilisation, maman exprimait sa déception par de l'agression passive. Et des menaces voilées de rupture, papa exigeait sèchement que je l'appelle, car il ne comprenait pas comment je pouvais faire ça aux enfants. Les enfants. Il ramenait toujours les enfants sur le tapis. Comme si la joie de Noël d'Eden et Madison était ma responsabilité personnelle. J'ai versé un verre de bourbon, et j'ai commencé à taper une réponse. Je l'ai supprimée. J'en ai écrit une autre, que j'ai également effacée. Finalement, j'ai opté pour quelque chose de simple, et je l'ai envoyé sur le groupe de discussion familiale. Je n'ai autorisé aucun débit. Je les ai contestés auprès de ma banque. Si l'un d'entre vous utilise à nouveau mes informations financières, je porterai plainte. Ce n'est pas négociable. La réponse fut instantanée. Britney, tu plaisantes, là? Maman, comment oses-tu menacer ta propre famille? Papa, appelle-moi maintenant. J'ai mis le groupe en sourdine, et j'ai bloqué chaque membre individuellement. Le silence qui a suivi était à la fois libérateur, et terrifiant. Le sommeil ne fut pas facile à trouver. Je repensais au Noël passé, où les bons souvenirs se mélangeaient à l'exploitation. Décorer des biscuits avec Britney, quand nous étions petites, avant que je ne devienne le distributeur automatique de la famille. Papa m'apprenant à faire du vélo. Maman tressant mes cheveux avant l'école. Quand est-ce que tout avait basculé? Ou bien, est-ce que cela avait toujours été ainsi, et que je ne le voyais que maintenant? Les jours suivants furent flous. Travail, maison, évitement du téléphone.
J'ai dit à mon assistante de filtrer tous les appels de ma famille. La banque a confirmé que les débits avaient été annulés. Le complexe d'Aspen a appelé une fois, pour se renseigner sur l'annulation. J'ai expliqué que je n'avais pas fait la réservation, et encore moins autorisé le paiement. Ils se sont montrés étonnamment compréhensifs. 4 jours avant Noël, une lettre est arrivée à mon appartement. Une enveloppe manuscrite, avec l'écriture cursive soignée de ma mère. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. La curiosité a gagné. Je l'ai ouverte au-dessus de ma poubelle. Paulina, je ne comprends pas ce qui t'arrive. La fille que j'ai élevée ne traiterait jamais sa famille de cette façon. Ton père est dévasté. Britney n'arrête pas de pleurer. Même Kyle dit qu'il n'a jamais rien vu de tel. Nous avions besoin de ce voyage. Pas envie, mais le besoin. La santé de ton père n'est plus ce qu'elle était. C'est peut-être notre dernière chance d'avoir des vacances tous ensemble, et tu gâches tout pour une question d'argent. Une chose que tu as en abondance. Je te demande, en tant que mère, de reconsidérer ta position. Paie pour le voyage. Viens avec nous. Réglons cela en famille. Si tu refuses, je ne sais pas si nous pourrons nous en remettre. Avec amour, maman. La manipulation était étouffante. La santé de mon père, qui allait très bien selon ses publications sur le golf. La dernière chance, comme s'ils allaient tous mourir demain. La menace d'une rupture permanente, cachée derrière des mots d'amour. J'ai jeté la lettre, et je n'ai ressenti rien d'autre que du soulagement. Le réveillon de Noël est arrivé. Je suis allé dîner avec des amis, des gens que j'avais soigneusement choisis au fil des ans, et qui ne me vidaient pas de mon énergie. Jessica du travail, son mari Tim, et un couple rencontré dans un club de lecture. Nous avons mangé dans un restaurant italien, bu trop de vin, et ri à en avoir mal aux côtes. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne n'a essayé de me culpabiliser. Personne ne m'a suggéré que je leur devais quoi que ce soit, à part ma présence. En rentrant chez moi, sous la neige de Chicago, légèrement éméchée et parfaitement sereine, j'ai réalisé quelque chose de profond, c'est à cela que ressemblent des relations saines. Le jour de Noël fut exactement ce que j'avais prévu, cuisine chinoise, marathon de films catastrophes, et pyjama jusqu'à 15 heures. Mon téléphone est resté éteint. Le lendemain, j'ai finalement consulté mes messages. Toujours la même chose de la part de ma famille, mais avec une colère et un désespoir croissants. Cependant, il y avait aussi un email du département des fraudes de ma banque. Quelqu'un avait tenté de s'ajouter comme utilisateur autorisé sur mon compte courant. La demande avait été bloquée, mais il pensait que je devais le savoir. La demande avait été soumise avec les informations de Britney. Je suis resté là, à fixer mon ordinateur, sentant un froid définitif s'installer dans ma poitrine. Il n'allait pas s'arrêter. Il ne s'agissait pas de vacances. Il s'agissait de leur conviction qu'ils avaient un accès illimité à mes ressources, à mon argent, à ma vie. L'étape suivante n'était pas vraiment une vengeance, c'était plutôt comme cautériser une plaie. J'ai écrit un dernier message à ma famille. C'est fini. Je ne prêterai plus, ne donnerai plus, et ne fournirai plus d'argent à aucun d'entre vous. Je n'assisterai plus aux réunions de famille. Si vous avez une urgence réelle, vous pouvez m'envoyer un email. Je ne répondrai plus aux SMS ni aux appels. C'est la conséquence de votre habitude de me traiter comme un compte en banque, plutôt que comme une personne. Le voyage à Aspen a été la goutte d'eau, mais cela dure depuis des années. Je me choisis, maintenant. Ne me recontactez plus, à moins d'être prêt à vous excuser et à discuter de limites réelles. Sinon, nous en avons terminé. J'ai envoyé le message avant de pouvoir hésiter. Ensuite, j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai quitté le groupe familial, et je n'ai donné mon nouveau numéro qu'aux personnes en qui j'avais confiance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Plus de SMS, plus d'appels, plus d'exigences déguisées en obligations familiales. J'attendais que la culpabilité m'écrase. Elle a rôdé un peu, familière et insistante, mais elle n'a jamais vraiment pris le dessus. Au contraire, je me sentais plus légère. Le nouvel an est passé. J'ai fait mon voyage à Montréal, marchant dans le vieux port sous la neige, buvant des chocolats chauds dans les cafés, avec l'impression d'avoir mué, d'avoir quitté une peau dans laquelle j'étais piégé depuis des décennies. En janvier, le travail a repris de plus belle. J'ai eu une promotion, celle que je visais,
avec une grosse augmentation. L'ancienne moi aurait immédiatement calculé comment partager cela avec ma famille. La nouvelle moi a tout placé directement sur son compte de retraite. En février, j'ai reçu un email inattendu de ma tante Carole, la sœur de ma mère. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle avait toujours été gentille, d'une manière distante. Paulina, ta mère m'a raconté ce qui s'est passé à Noël. Je suis sûr qu'elle s'attend à ce que je te fasse la morale sur la loyauté familiale. Je ne vais pas le faire. J'ai vu tes parents et ta sœur te saigner à blanc pendant des années. Je me suis tu parce que ce n'était pas ma place, mais j'en ai assez de voir ça. Tu as fait ce qu'il fallait. Tiens bon. Si tu as besoin de parler, je suis là. Avec amour, Carole. J'ai pleuré en lisant ces mots. Pas de tristesse, mais un mélange de soulagement et de validation. Quelqu'un dans ma famille l'avait vu. Quelqu'un comprenait. Le mois de mars a marqué le début de quelque chose d'inattendu. Je sortais un peu, sans rien de sérieux, quand j'ai rencontré David à l'anniversaire d'un ami. Il était architecte, drôle et chaleureux, et n'avait aucun intérêt pour mon compte en banque, puisqu'il avait son propre cabinet qui fonctionnait bien. À notre 3e rendez-vous, il m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai donné la version courte, guettant un jugement sur son visage. Donc, ils ont essayé de te voler, a-t-il résumé, très factuel. Et tu les as coupés de ta vie. Ça semble dur, dit comme ça. Ça ressemble surtout à de l'instinct de conservation élémentaire. Mon cousin a fait le même coup à mes grands-parents. Il leur a fallu des mois pour réaliser qu'il imitait leur signature sur des chèques. Parfois, la famille, ce sont juste des gens qui partagent votre ADN, et certains sont des gens toxiques. J'ai apprécié sa franchise plus qu'il ne pouvait l'imaginer. En avril, les choses sont devenues intéressantes. J'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats en Arizona. Pendant un instant terrifiant, j'ai cru que mes parents me poursuivaient en justice. Au lieu de cela, la lettre m'informait que j'étais retiré de leur testament. J'ai ri si fort que j'ai failli tomber de mon canapé. Ils me menaçaient de me déshériter, comme si j'avais compté sur un héritage. Comme s'ils possédaient quoi que ce soit que je désirais, en dehors de la relation qu'ils avaient déjà empoisonnée. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? En mai, un SMS d'un numéro inconnu est arrivé. Et, c'est Britney, j'utilise le téléphone d'une amie. Je dois te parler. C'est important. J'ai fixé le message un long moment, hésitant à répondre. Finalement, la curiosité l'a emporté, de peu. À quel sujet? Kyle m'a quitté. Il a tout pris. J'ai besoin d'aide. Et voilà. La crise censée me faire craquer. Je devais accourir pour la sauver, prouver que j'étais toujours la grande sœur responsable qui répare tout. Je suis désolé d'apprendre cela. J'espère que tu as des amis ou des ressources pour t'aider. Paulina, s'il te plaît. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Les enfants ont besoin de choses. Je ne peux pas faire ça seul. Tu as maman et papa. Ils s'en sortent à peine eux-mêmes. Tu le sais bien. Je ne le sais pas, en fait. Mais cela ne m'étonnait pas. Ils avaient probablement brûlé leurs économies pour maintenir un train de vie qu'ils ne pouvaient pas s'offrir. Je peux te donner le numéro de services sociaux qui pourrait t'aider. Au-delà de ça, je ne peux rien faire. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas? Les deux. J'ai bloqué le numéro. David m'a demandé ce soir-là si ça allait. Nous cuisinions ensemble. Je lui ai parlé du SMS. Tu te sens coupable, a-t-il observé avec douceur. Mais tu ne vas pas changer d'avis. Non. Il a embrassé mon front. Tant mieux. Les limites ne sont pas de la cruauté, même quand les gens essaient de te faire croire le contraire. L'été est passé. Je suis parti en vacances avec David, un road trip à travers les parcs nationaux. Nous avons fait de la randonnée, campé, et vécu dans une bulle où les drames familiaux ne nous atteignaient pas. Quelque part dans l'Utah, sous un ciel étoilé, il m'a demandé de venir vivre avec lui. J'ai dit oui. L'automne a apporté un email de maman. Pas de demande d'argent, cette fois, juste un message simple, tu me manques. Je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées. Pouvons-nous parler? J'ai fixé l'écran longtemps.
Une partie de moi voulait y croire, voulait penser que nous pourrions reconstruire quelque chose de sain sur les cendres du passé. La partie la plus mûre, plus sage, se souvenait des 22 000 $ débités sans permission. Elle se souvenait des milliers de dollars empruntés et jamais rendus. Elle se souvenait d'avoir été traitée comme une ressource, et non comme une personne. J'ai répondu, je suis prête à parler si tu es sincèrement prête à reconnaître ce qui s'est passé, et à établir de vraies limites. Cela signifie, aucune demande d'argent, aucune culpabilisation, aucune tentative de me manipuler pour financer votre train de vie. Si tu acceptes ces conditions, nous pouvons commencer par un appel téléphonique. Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard, ces conditions sont ridicules. Nous sommes une famille. Nous ne devrions pas avoir besoin de limites. Je pensais que tu avais assez grandi pour passer outre, mais clairement, tu restes égoïste. Ne prends pas la peine de me recontacter avant d'être prête à agir comme une adulte. J'ai classé l'email, et je n'ai pas répondu. La réponse était assez claire. Décembre est revenu, 1 an exactement après l'incident d'Aspen. J'ai passé Noël dans la famille de David. Ses parents étaient chaleureux, accueillants, ne me demandant rien d'autre que d'aider à faire la vaisselle après le dîner. Sa mère m'a offert une magnifique écharpe qu'elle avait tricotée. Son père et moi avons discuté de notre amour commun pour les mauvais films d'action. C'est cela, ce que la famille pourrait être, choisie, saine, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Je n'ai pas pensé à mes parents, ni à Britney, ce jour-là. J'étais trop occupée à être heureuse. En janvier, un dernier message est arrivé, de la part de mon père cette fois. Ta mère a eu une alerte de santé, des palpitations cardiaques. Elle va bien maintenant, mais ça m'a fait réfléchir. La vie est trop courte pour cette rancœur que tu gardes. Laisse tomber, Paulina. Sois la personne la plus raisonnable. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai appelé Carole. Est-ce que maman est vraiment malade, ou est-ce une autre manipulation? Carole a soupiré. Elle a eu quelques palpitations. C'est lié au stress. Le médecin lui a dit de se détendre, et d'arrêter de s'inquiéter autant. Elle va bien. Donc, ils essaient encore de me faire culpabiliser. Très certainement. Merci d'être honnête avec moi. Quand tu veux, ma chérie. Comment vas-tu? Nous avons parlé pendant 1 heure. Carole m'a parlé de son jardin, de son club de patchwork, de ses petits-enfants. Je lui ai parlé de David, de mon boulot, de la vie que je construisais. Tu as l'air heureuse, a-t-elle dit. Enfin, je le suis. Alors tu as fait le bon choix. Ne les laisse pas te voler ça. Je n'ai pas répondu à l'email de mon père. Les mois ont continué de défiler. David et moi nous sommes installés dans notre appartement commun. Le travail continuait de me stimuler. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai renforcé les anciens, et j'ai bâti une vie basée sur la réciprocité, et le respect. Parfois, je me demandais si j'étais trop dur, si j'aurais dû leur donner une chance de plus. Le doute s'insinuait dans les moments de calme, familier et insidieux. Puis, je me souvenais du message, j'ai déjà tout réservé avec ta carte. Cette certitude désinvolte que j'existais pour financer leurs envies. Le manque total de respect pour mon autonomie. Le doute s'évanouissait alors. Le printemps a apporté une rencontre inattendue qui a tout cristallisé. J'étais dans un café près de mon bureau quand j'ai croisé une vieille amie du lycée, Michelle Torres. Nous avions été proches, autrefois. Paulina Hartley. Mon Dieu, ça fait une éternité. Elle m'a serré dans ses bras, son enthousiasme était sincère. Nous nous sommes installés à une table. Elle m'a parlé de son métier d'enseignante, de son récent divorce, de ses difficultés avec son fils adolescent. De vraies épreuves, de celles qui vous serrent le cœur. Je suis désolé, je déballe tout mon sac sur toi. A-t-elle dit en riant. Tu as sûrement tes propres soucis. Je me suis surprise à lui parler de ma famille. Pas tout, mais assez, l'exploitation, la goutte d'eau, la décision de partir. Michel a écouté sans juger, ses yeux sombres étaient pensifs. Tu sais ce que je me rappelle de toi au lycée? M'a-t-elle dit. Tu aidais toujours tout le monde. Tu me donnais des cours de chimie. Tu prêtais de l'argent. Tu emmenais tes amis à leur rendez-vous quand leurs parents ne pouvaient pas. Tu étais la personne la plus généreuse que je connaisse. J'ai haussé les épaules, mal à l'aise.
J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, tu as fait plus. Beaucoup plus. Et je me souviens de ta sœur, aussi. Elle arrivait à l'école avec tes vêtements, utilisait tes affaires, et tu la laissais faire. Déjà à l'époque, les gens le remarquaient. Cette validation m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Quelqu'un d'autre l'avait vu, même quand j'étais trop conditionné pour m'en rendre compte. J'ai croisé ta mère une fois, a continué Michel, il y a quelques années au centre commercial. Elle a passé 20 minutes à se vanter des enfants de Britney, de sa maison, de sa vie. Quand j'ai demandé des nouvelles de toi, elle a dit que tu étais trop occupé par ta carrière pour leur rendre visite. La façon dont elle a dit carrière, c'était comme si c'était un défaut. J'ai ri, un rire amer. Ça lui ressemble bien. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait, a dit Michel. La vie est trop courte pour laisser les gens te vider de ton énergie, même si c'est la famille. Surtout si c'est la famille. Le soir même, j'ai raconté cette rencontre à David. Il préparait le dîner, quelque chose avec de l'ail et du vin qui sentait divinement bon. C'est drôle comme la validation de la bonne personne peut compter autant, ai-je dit. Je me suis répété 1000 fois que j'avais fait le bon choix, mais l'entendre de la part de Michel, c'est différent, parce qu'elle me connaissait avant. Elle a vu le schéma de l'extérieur, a dit David. C'est puissant. Est-ce que tu penses que j'en parle trop? Ai-je demandé. De ma famille, je veux dire. Il s'est arrêté de cuisiner et m'a regardé sérieusement. Tu es en train de traiter un traumatisme, Paulina. Ce n'est pas trop en parler. C'est guérir. Prends tout le temps qu'il te faut. Les larmes sont venues, brusques. Il a posé sa cuillère, et m'a prise dans ses bras. J'en ai tellement marre de me sentir coupable, ai-je chuchoté. Même maintenant, en sachant ce qu'ils ont fait, une partie de moi pense encore que j'aurais dû essayer plus fort. C'est le conditionnement qui parle, a-t-il dit doucement. Tes parents ont passé 30 ans à te programmer pour croire que leurs besoins passaient avant les tiens. Tu ne peux pas effacer ça du jour au lendemain. L'été est arrivé. Nous sommes allés dans une maison au bord d'un lac appartenant à ses parents. Sa sœur Amanda était là avec son mari, et leur bébé. Observer la famille d'Amanda m'a fasciné. Ils se demandaient de l'aide, certes, mais il y avait une réciprocité. Quand le mari d'Amanda allait en ville pour des provisions, elle lui proposait l'argent pour l'essence. Quand ses parents gardaient le bébé, Amanda et son mari rapportaient une bonne bouteille de vin, et insistaient pour préparer le petit déjeuner le lendemain. Un équilibre de soutien, sans exploitation. C'était si simple, et pourtant, je ne l'avais jamais vécu. Amanda et moi nous sommes retrouvés seuls sur le ponton. Le bébé dormait contre elle. David m'a parlé un peu de ta situation familiale, a dit Amanda. J'espère que ça ne te dérange pas. Je me suis tendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Juste que tu as dû couper les ponts pour ton propre bien. Il n'a pas donné de détails, et je n'en demande pas. Je voulais juste te dire que je suis désolé que tu aies vécu ça. Merci. Ma colocataire d'université a vécu la même chose, a continué Amanda. Sa mère était narcissique. Elle l'a traité comme un distributeur. Il lui a fallu des années pour se libérer. Aujourd'hui, elle est bien plus heureuse. Elle a toujours des moments de tristesse, surtout pendant les fêtes, parce qu'elle fait le deuil de la famille qu'elle aurait voulu avoir, plutôt que celle qu'elle a eue. Mais elle s'épanouit. Est-ce qu'elle regrette d'avoir coupé les ponts? Elle regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Nous sommes restés dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher. La paix que je ressentais était si loin du chaos de mon enfance. Tu es quelqu'un de bien pour David, tu sais, a ajouté Amanda. Il est plus heureux que je ne l'ai jamais vu, et tu fais partie de notre famille, comme si tu avais toujours été là. L'acceptation dans ses paroles m'a noué la gorge. C'était cela, ce que la famille devrait être. En août, j'ai appris par Carole que Britney travaillait désormais dans un centre d'appel. Kyle payait une pension alimentaire, du moins sporadiquement. Maman et papa avaient contracté une hypothèque inversée sur leur maison en Arizona. Ils galèrent, a dit Carole. Pas au point d'être à la rue, mais ils semblent passer les fins de mois. Je pense qu'ils ont enfin compris que tu ne viendrais pas les sauver. Ta mère n'arrête pas de me poser des questions sur toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Que tu vas super bien, et que tu les appelleras si tu en as envie. Ça la rend folle.
J'ai souri malgré moi. Merci d'être de mon côté, Carole. Toujours, ma chérie. Tu méritais mieux que ce qu'ils t'ont donné. 2 ans après Aspen, je me suis fiancé. David a fait sa demande lors d'un week-end, et j'ai dit oui sans hésiter. L'organisation du mariage a ramené la question que j'évitais, allais-je inviter ma famille? David m'a laissé le choix. Mais je connaissais déjà la réponse. J'ai envoyé des invitations à Carole, à quelques cousins, et c'est tout. Carole m'a appelé. Merci de m'avoir invité. Ta mère l'a appris, et elle est furieuse. Elle dit à tout le monde que tu l'as complètement rejeté, elle se fait passer pour la victime. C'est pas grave. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Le mariage fut petit, magnifique, et sans aucun drame. La famille de David m'a accueilli à bras ouverts. Ma famille choisit à célébrer notre bonheur avec une joie sincère. Personne n'a demandé d'argent. Personne n'a fait de scène. C'était parfait. Debout dans ma robe, la main de David dans la mienne, je n'ai ressenti que de la gratitude pour ce choix fait 2 ans plus tôt. Couper les ponts n'avait pas été de la cruauté, c'était de la survie. Il m'avait appris que la famille signifiait sacrifice. J'avais enfin compris que le sacrifice ne devait pas signifier se sacrifier soi-même. Aux dernières nouvelles, Britney s'est remariée. Mes parents sont toujours en Arizona. Ils vont bien. Ils s'en sortiront toujours, avec ou sans mon compte en banque. Et moi, je vais plus que bien. Je suis libre. Les gens me demandent parfois si je regrette, si le prix à payer pour mes limites n'était pas trop élevé. Ils voudraient que j'exprime de la tristesse, pour coller à l'image de la fille prodigue qui rêve de réconciliation. Je ne leur donne pas ce qu'ils veulent. La vérité est plus simple, et moins plaisante pour eux, il ne me manque pas. Les demandes constantes, la culpabilisation, le sentiment de n'être valorisé que pour mon argent ne me manquent pas. Ce que j'ai aujourd'hui vaut infiniment plus que ce que j'ai abandonné. 3 ans après Aspen, un mardi comme les autres, j'ai reçu un email de Britney. Pas de demande cette fois, juste un long message sur ses regrets, et sa compréhension. Je comprends maintenant, a-t-elle écrit. J'ai une amie qui vit la même chose avec sa famille. En voyant ça de l'extérieur, je réalise enfin comment nous t'avons traité. Je suis désolé, Paulina. Vraiment désolé. Je n'attends pas de pardon, mais je voulais que tu le saches. J'ai lu attentivement, cherchant le piège, la demande cachée. Je n'en ai pas trouvé. Peut-être était-elle sincère. Peut-être avait-elle grandi. Ou peut-être était-ce une manipulation plus subtile. Quoi qu'il en soit, ma réponse est restée la même, merci pour tes excuses. J'apprécie que tu aies pris le temps de m'écrire. Je ne souhaite pas reprendre contact, mais je te souhaite le meilleur. Court, poli, définitif. Elle n'a pas répondu, et je ne l'attendais pas. Certaines personnes passent leur vie à essayer de réparer des relations familiales brisées, convaincues que le sang doit être plus fort que l'instinct de conservation. Elles sacrifient leur paix, leurs ressources, leur identité même sur l'autel de la famille. J'étais l'une de ces personnes. Je ne le suis plus. La fille qui aurait payé pour Aspen, celle qui aurait avalé sa colère pour maintenir une paix de façade, celle qui les aurait laissés la vider de sa substance en appelant cela de l'amour. Cette fille est partie. À sa place se trouve quelqu'un qui connaît sa valeur, qui s'entoure de gens qui l'aiment pour elle-même, et qui a construit la vie qu'elle veut vraiment mener. Et si cela fait de moi la méchante dans l'histoire de ma famille, si on me dépeint comme la fille égoïste qui les a abandonnés pour de l'argent, je peux vivre avec ça. Car je connais la vérité. Je ne les ai pas quittés pour de l'argent. Je suis parti pour me sauver. Et je ferai exactement le même choix, à chaque fois. Dernière mise à jour, cela fait maintenant 5 ans que l'incident d'Aspen a eu lieu, depuis ce SMS qui a tout changé. David et moi sommes mariés depuis 3 ans, et nous venons d'apprendre que nous attendons notre premier enfant pour le printemps. Quand j'en ai parlé à tante Carole, elle m'a posé la question que je savais inévitable, est-ce que tu vas le dire à tes parents? Non. Ils voudraient savoir qu'ils vont être grands-parents. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Mon enfant grandira en connaissant tante Carole, la famille de David, et les amis qui sont devenus ma famille choisie. Il apprendra que l'amour n'est pas une obligation. Que la famille doit être une source de soutien, plutôt que de stress. Que les limites ne sont pas une trahison.
Ils ne connaîtront jamais les grands-parents qui n'appréciaient leur fille que comme une source de revenus. Et c'est exactement ce que je veux. Parce que la chose la plus importante que j'ai apprise de tout cela est simple, on ne peut pas s'immoler par le feu, juste pour garder les autres au chaud. À la fin, il ne reste plus de vous que des cendres.